Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. On a déjà parlé de Santiago Amigorena et de son ghetto intérieur qui a obtenu les prix des libraires de Nancy, des journalistes du Point, de la Renaissance française, prix décerné à l'œuvre écrite en français d'un auteur dont le français n'est pas la langue maternelle, et du choix de la Roumanie, Académie Goncourt. Ce prix, dont je ne savais rien, est organisé par l'ambassade de France et l'Institut français de Roumanie, en partenariat avec Renaud, l'agence universitaire de la francophonie, et sous le haut patronage de l'Académie Goncourt. C'est sa 7e édition. On en a déjà parlé, mais je voulais revenir sur Mes derniers mots. Un livre de 2015, écrit en même temps qu'un autre, autobiographique, Histoire d'une séparation amoureuse. Mes derniers mots est un écrit sur le monde comme il va, ou plutôt comme il ne va pas. On peut y voir un texte de SF, une fable philosophique ou un poème en prose. Un très beau texte, très pessimiste, qui nous met face à nos problèmes écologiques et sociétaux. Je vous en lis quelques passages. Dans un premier temps, l'humanité avait commencé de s'éteindre par manque. Manque d'air, manque d'eau, manque de nourriture. La disparition de l'eau en Afrique, son rationnement en Europe et en Asie, avait tué par milliards les êtres humains. Puis, comme l'homme disparaissait et qu'on avait continué de produire comme s'il était éternel, comme l'homme disparaissait et qu'on commençait enfin de comprendre ce que l'homme avait produit surtout, ce n'était pas des ressources mais des besoins, trouver le peu nécessaire pour survivre devint de plus en plus facile. Et plus loin, du 1er mai au 1er juin 2086, aucun homme, aucune femme n'est mort dans le camp ni sur toute la surface de la Terre. Ce mois de vie fut pour moi comme une vie entière. J'ai appris plus pendant ces 30 jours en compagnie de ces 5 êtres humains que dans les 20 années précédentes, c'est-à-dire dans toute mon existence. J'ai appris plus de leurs histoires, de leur corps, de chacune de leurs paroles, de chacun de leurs silences, que de tout ce que j'avais vécu auparavant, et qui, même depuis mon arrivée au camp, n'avait jamais entièrement échappé à la peur. À Athènes, pourtant, depuis le début, nous avions vécu de nouveau ensemble. Avec chaque être humain, une rencontre était possible. Une rencontre dont nul ne pouvait prédire, comme de toute vraie rencontre, ce qui pourrait surgir. Nous n'avions que peu de besoins. Chaque terre donne suffisamment à ceux qui savent l'habiter. Ce sont certains hommes qui ont inventé le manque. Il suffit de voir comment d'autres ont vécu dans les contrées les plus arides, les plus misérables, pour se convaincre que toute vie, partout, est possible, sans misère. Lisez Mes derniers mots, que vous soyez amateur de dystopie ou de grande littérature, avec tous les guillemets que vous voulez. Écoutons Escape from Earth, musique d'un jeu vidéo.
Yolande Simon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur, notamment de théâtre, et récemment, là, vous venez de publier un dernier ouvrage qui s'intitule « Faut-il qu'il m'en souvienne ?» Eh oui, faut-il. Faut-il? C'est une allusion à un poème. Oui, c'est une allusion évidemment au pont Mirabeau d'Apollinaire, mais je ne le mets pas dans le livre parce que c'est pas des souvenirs amoureux comme ceux d'Apollinaire. Oui, exactement. Oui, alors effectivement, vous vous êtes inspiré peut-être d'un livre que vous aviez écrit autrefois, en 1991. Voilà, oui, pour tout le début de l'ouvrage, c'est un rapport avec le livre Hier chanter les lendemains. Donc ça doit être un oxymore, non? Et qui évoque les années 50 et un épisode de ma vie où mon père, qui était militant communiste, ils l'ont mis un peu en tôle, ça arrivait, il les rafraîchissait comme ça à leur ardeur. Et donc j'ai raconté un petit peu cet épisode qui a marqué l'enfant, évidemment. Oui, effectivement, il y a tout un aspect du livre où vous évoquez vos souvenirs personnels, en particulier votre père et votre mère. Oui, c'est ça, oui, tout le début. Au début, on parle de la résistance parce que c'est une imagerie évidemment idéale. Et puis très vite, évidemment, c'est la guerre froide, c'est le militantisme de mon père au Parti communiste. Alors, ces militants sont à la fois exemplaires et fous. Dans cette quête d'absolu, ce dévouement, cette oblation totale, et en même temps, comme je l'expliquais déjà aussi dans Hier chanter les lendemains, ma mère a 3 enfants, et mon père est marié avec le Parti communiste. C'est alors, ça. Donc ça chauffe dans le foyer. Oui, et votre mère n'est pas du tout communiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas d'opinion politique très très marquée, mais pour elle, le Parti communiste, enfin, elle ne comprend pas qu'on sacrifie le problème de sa vie domestique, d'élever ses enfants et tout, au démêlé entre les Russes et les Américains, dont elle a également rien à faire. Oui, on pourrait la comprendre. Je crois que vous avez un petit extrait à nous lire à propos de l'engagement, du militantisme de votre père. Parce que, si vous voulez, ce que je dis, c'est que on est un peu du côté de notre mère, parce qu'évidemment, elle s'occupe de nous, etc. Mais en même temps, moi, surtout le plus jeune des 3, l'influence, idéologique, si on veut, l'influence d'un père comme ça, et puis un père communiste, c'était quelque chose, parce que communiste, c'est une philosophie, ça s'appelait le marxisme, etc. Donc, comme je le dis très jeune, je suis ainsi que le communisme n'était pas une opinion parmi d'autres, disséminée sur un large échiquier électoral, mais une philosophie, une science même, fondée sur les lois rigoureuses de l'histoire et de l'économie. Très jeune, je sus que cela s'appelait le marxisme, léniniste, pour être précis, staliniste, les grands jours. Très jeune, j'en maniais les concepts les plus ardus, comme celui d'un certain matérialisme dialectique dont je compris l'essentiel. Dieu n'existait pas. Et la matière, dans sa croissante complexité, expliquait l'univers et son évolution en dépit des curés. On imagine l'importance, pour un garçon d'à peine 10 ans, d'être le dépositaire d'une pareille révélation. Et sans doute ce matérialisme-là valait bien les bulveser et ânonner au catéchisme, le trop facile recours à un bon Dieu à tout faire, et les dérisoires exploits de son fiston qui multipliait les petits pains, qui marchait sur l'eau ou la transformait en vin et qui ne faisait pas la révolution. Bon, l'humour apparemment est une grande qualité dans cet ouvrage. Ben oui, le temps fait qu'on prend les choses avec une certaine distance. Et en même temps, moi, je n'ai pas envie non plus de faire cette espèce de striptease remords là de certains. J'ai été un stalinien, etc. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. Je veux dire, la sagesse peut-être de l'âge. C'est ça. Avec la dérision, l'ironie, voilà. Ce qui fait que le livre distance, se lit avec légèreté. Mais aussi, les gens le remarquent, un peu d'empathie et de sympathie pour les personnages. Oui, un regard attendri quand même. Cette époque. Voilà. Alors, on pourrait rapprocher votre ouvrage de celui d'Annie Ernaux, Absolument, Les années. Mais absolument. je crois que vous avez un rapport particulier avec elle. Oui, Annie Ernaux m'a soutenu, notamment pour la parution d'un désordre ordinaire au Mercure de France.
Et on a correspondu et on continue de correspondre. Et en même temps, j'avais commencé ce livre il y a longtemps, c'est fait lentement, je ne savais pas si j'allais le continuer, s'il allait intéresser qui que ce fût. Et entre-temps sont parues les années, puis je me suis dit, bon, elle l'a fait, alors pourquoi je ne ferais pas un peu la même chose, bien qu'il y ait quelques différences. Oui, il parlait de la composition. Oui, parce que les années est un livre d'ordre chronologique qui est admirable, moi je trouve, comme la plupart des livres d'Annie Ernaux d'ailleurs, mais il est chronologique alors que moi j'ai procédé par thème. C'est-à-dire, j'ai la politique, j'ai De Gaulle, j'ai les années Mitterrand, non pas vraiment les années Mitterrand, les années où Mitterrand conquiert le pouvoir, j'ai les écoles, le cinéma, le théâtre, l'écriture, tout le passage sur la coopération au Maroc, etc. Alors ça crée ce que j'ai appelé un effet de tuilage, c'est-à-dire que, en fait, j'avance jusqu'à une certaine époque et quand je recommence, je repars évidemment en arrière. Oui, voilà. Oui. Et vous avez quelques petits passages en italique qui introduisent d'ailleurs Ce sont votre les passages thématique. en italique qui introduisent la thématique de l'écriture, du cinéma, du théâtre, de Gaulle, des années de la coopération, etc. Et qui sont soit publiés dans d'autres livres, soit des inédits. Des inédits. Oui, parlons un petit peu de Gaulle. Oui, alors De Gaulle occupe une place importante, évidemment, puisque, si vous voulez, il y a cette période en 58 où il arrive au pouvoir. Moi, je suis, avec mon frère, on est les deux fils du militant communiste du sud de la Manche. Il n'y en a pas beaucoup, comme je l'ai écrit quelque part, il y a beaucoup plus de vaches au kilomètre carré que de communistes. Et on commence à nous dire, les frères Simon, taisez-vous un peu, on voit déjà l'arrivée d'Hitler. Vous savez, il y a eu un peu cette idée que De Gaulle, c'était Hindenburg, et que derrière lui, ça allait être les généraux, etc. Et donc, c'est vrai que De Gaulle va occuper une place importante parce qu'il va occuper toute la période de l'adolescence, quoi. Et c'est vrai que je rappelle quand même combien il pouvait nous énerver, nous les jeunes dits de gauche, quoi, avec cette façon de nous donner des sons. On était des veaux, il l'a dit. Oui, c'est vrai. Et quand je parle de lui, je dis qu'évidemment, il y avait cette gloire immarcessible de la statue du commandeur. Et en même temps, il avait du mal à comprendre qu'on était à la quête de petits bonheurs, de camping à Saint-Brévin-les-Pins, et de petits bonheurs à ramasser, comme chantait Félix Leclerc. Oui. Il a du mal à comprendre. Je pense qu'en 65, quand il revient, il n'a pas compris ça. Ça va expliquer beaucoup 68, quoi. Oui, tout à fait. Vous dites d'ailleurs qu'on a oublié ça. Oui. D'ailleurs, 68 n'occupe pas une place importante, parce que 68 n'a pas une importance considérable dans ma vie, dans la mesure où moi, je suis l'enfant de 58. À 17 ans, je vis la trahison de tout le monde, tous ces instituteurs laïcs qui disent De Gaulle, etc., et puis qui finalement se rallient à De Gaulle. Et moi, j'ai vécu 58. Alors que 68, ces glorieux jeunes gens là qui ont 20 ans en 68, moi je suis déjà père de famille, etc. Puis ils m'appellent le sage. Moi je suis à François Ier, ils m'appellent le sage, ils m'appellent quelquefois le rabat-joie, parce que quand ils sont persuadés que la révolution va être faite, moi je suis persuadé que pas du tout, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous ces jeunes qu'on appelait plus ou moins gauchistes ou des choses comme ça, en 68, après ils en ont eu, mais en 68, ils ont très peu de culture politique. Ils viennent de se politiser. Oui, mais enfin, ils ont envie de balayer la chape de plomb. Oui, et c'est quand même une révolution plus surréaliste et dans les mœurs. C'est ce qui reste de 68, d'ailleurs. Alors, vos années de militantisme, c'est les années 70. Oui, alors les années 70, je reviens du Maroc. Je vais en parler après du Maroc, mais je reviens du Maroc, j'adhère au SNES, et je suis tout naturellement dans la tendance qui est assez proche du Parti communiste, même si on disait que c'était pas vrai, mais c'était quand même vrai, Unité Action. Et j'avoue, je l'ai mis quelque part, que je lutte de façon un peu démesurée contre les gauchistes. Ils m'agacent fondamentalement. Vous allez vous faire quelques amitiés, là, je vois. Oui, non, mais ils le savent bien d'ailleurs, mais en plus, ils sont souvent devenus plus à droite que moi maintenant. Mais oui, j'y mets une sorte de passion un petit peu excessive. Et en même temps, je ne regrette pas tout, parce que vous savez,
faut bien voir, dans les années 70, il y avait un pion qui avait un blâme parce qu'il avait fumé avec des élèves, il fallait faire la grève limitée, générale, etc. Hein, je veux dire que Unité Action était quand même assez raisonnable dans ces luttes. Alors peut-être quelquefois un peu fermé, et notamment, c'est un petit passage que je mettrai, que j'ai mis, c'est le remords que j'ai un peu, on n'était pas très féministes. Ah oui. Non, on n'était pas très féministes. Non. Ouais, c'est bien de le reconnaître. Oui. De l'avouer. Oui. Mais en même temps, moi j'avais une épouse qui ne l'est pas tellement, et comme je le dis, on traitait peut-être comme un couple anormal, comment ma femme ne protestait pas contre mon phallocratisme, etc. Et comme je n'avais pas les coronets sans sautoir non plus dans mon style, si vous voulez. Mais c'est vrai que on admettait le combat des femmes, mais en même temps, on était un peu réservé sur ce que faisait le MLAC et tout ça, qui était quelquefois excessif aussi, c'est vrai, mais bon. Bref. Parlons un peu littérature, alors. La genèse de l'écriture en particulier, peut-être. Oui, alors la genèse de l'écriture, comme beaucoup d'écrivains, c'est l'école, quoi. Oui, et c'est en particulier, vous livrez un éloge de la rédaction. La rédaction, bien sûr. Bon, alors évidemment, je suis petit, je ne suis pas grand sportif, je ne suis pas dans les bagarres, je perds, etc. Mais tout d'un coup, on lit mon texte, alors quand l'instituteur lit le texte avec une voix, etc., je ne l'avais pas écrite avec cette voix-là. Évidemment, c'est devenu ma fierté. À l'école, très franchement, je pouvais être dernier partout, je n'en avais rien à faire. Mais si je n'étais pas premier en rédaction, j'étais vert de jalousie si quelqu'un me prenait la meilleure note. Et dans mon dortoir, tout ça, j'écrivais mes rédactions, etc. Et donc, cette importance de l'école dans la littérature française, je cite Camus, je cite Colette qui disait cette dictée, est très, très considérable. Je pense que c'est assez propre à la culture française, le lien entre l'école et la grande littérature. Certains enseignants également. Oui. Comme Camus qui parle de son premier instituteur. Absolument, qu'il a cité. Bien sûr. Qu'il a cité. D'ailleurs, quand je vois Maëlys de Kerangal, qui a été mon ancienne élève, je lui dis, oublie pas, quand tu auras le Nobel, de parler de moi. Oui, bien sûr. Alors, vous parlez des écoles, puisque votre père était instituteur. Oui. Alors, le rapport à l'école, là, est plutôt sentimental. Il est très sentimental. Parce que mon père, à la suite des ennuis qu'il a eus avec, à cause de sa politique, se retrouve dans le sud de la Manche, et là il y a l'ambiance des écoles rurales, et j'ai un attachement à l'école laïque, à ces hussards de la République, ils sont quand même assez remarquables. En même temps, j'ai un peu de réserve par rapport à ceux qui sont dans le cours complémentaire, qui sont relativement méprisants pour le peuple, et pour les élèves. Quand on n'est pas bon, on nous dit l'agriculture manque de bras, tu vas te retrouver au cul des vaches, et souvent ce sont des fils de paysans. Il y a un côté nouveau riche de la culture, là, qui est un petit peu aussi... L'instituteur est un personnage isolé. C'est quelqu'un qui est transclassique. On ne peut pas le classer dans les catégories traditionnelles. Il est séparé du peuple des paysans dans les zones rurales, etc. Et en même temps, il n'a aucune amitié dans la bourgeoisie. Il ne se fréquente qu'entre eux. Ils ne se voient qu'entre eux. Et il parle de la population, ça c'est important, la population. Comment elle est chez toi, la population? Parce qu'on leur faisait des misères. C'est toute une époque. Oui. Alors, vous parlez aussi de votre entrée en littérature, bien sûr. À l'université, comment vous débrouillez par rapport, je ne sais pas, aux nouveaux romans? Moi, très vite, je veux écrire, en effet, et puis je n'y parviens pas vraiment. Alors, c'est vrai que j'écris des poèmes un petit peu, j'ai le Salacrou qui les trouve pas trop mal, qui me soutient, mais en même temps, je suis paralysé par les grands courants. Alors, d'abord, dans les années 60, le grand courant de la littérature existentialiste, de l'influence de Sartre, etc. Donc on n'écrit que sur des grands événements, et les grands événements politiques que je vis. Il faut dire que si j'ai parlé de moi politisé dans les années 70, dans les années 60, je ne le suis pas du tout.
Dans les années 60, c'est les années des surpattes, de la recherche d'une copine, etc. Enfin, et donc, je ne vis pas des grands événements. Alors donc, il y a ce premier blocage, en quelque sorte, il n'y a pas de sujet, en somme. Et puis après, il va y avoir, en effet, toute la période du structuralisme. Alors là, c'est effrayant. Effrayant, parce que c'est des gens d'une intelligence absolument lumineuse, mais allez écrire après ce que racontent des gens comme Ricardou, des gens comme Jean-Pierre Fay, ou même Barthes, le degré zéro de l'écriture. Quand il dit Daudet, c'est l'écriture artistico-réaliste, mais moi, c'est ce qui m'a fait mon bonheur de mon enfance. Hein, et trouver, se dire qu'on va finir dans la peau d'un Daudet, c'est une injure, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et en même temps, Barthes est tellement séduisant et tout que c'est un personnage. Bon, bien sûr. Parmi les grands œuvres, il y a mythologie. Bien sûr. Heureusement, il y a le théâtre qui va vous sauver. Le théâtre, c'est un hasard, complètement un hasard, puisque le passage sur le théâtre, je signale que étudiants, on n'allait pas beaucoup au théâtre, que nos profs étudiaient le théâtre comme un poème de Valéry. Oui, c'est vrai. Moi, c'est tard que je entends parler de scénographie, des problèmes des planches, du metteur en scène, tout ça. Et donc, je suis relativement ignare en théâtre. Et il va se trouver que, à la fin des années 70, qui va un petit peu me dégager un peu de la politique et tout ça vers la littérature, c'est la création de la revue Ancrage. Oui. Hein. Et à la suite de cette revue Ancrage, la rencontre avec Jean-François Philippe qui me demande, j'avais commencé une pièce, de la finir. Et paradoxalement, oui, en effet, j'écris le théâtre avec une certaine liberté parce que je n'ai pas une culture théâtrale considérable. Et je cite quelquefois ce mot de Nietzsche, un homme cultivé est un homme mort. Hein, et en quelque sorte, la culture littéraire vous tue quand même par rapport à dire qu'est-ce que je vais écrire après Baudelaire ou qu'est-ce que je vais écrire après Flaubert. Alors que là, qu'est-ce que je vais écrire après Brecht? Non, parce que je ne connaissais pas vraiment tous ces gens-là. Et j'ai osé notamment ce monologue intérieur de chute libre qui reste quand même une espèce de chose étrange et que je pense j'aurais pas osé si j'avais mieux connu les règles du théâtre. Ah oui. Alors une autre passion dans votre vie, c'est le cinéma. Alors, le cinéma, là, ça a été, non pas... c'est vrai qu'à 17 ans, j'avais pensé m'inscrire au concours de HEC, on l'appelait à ce moment-là. Hein, c'était aux études cinématographiques, c'était pas commercial, l'ancêtre de la FEMIS. Oui. Et qui est devenu l'IDEC plutôt. Enfin bon, je me trompe un peu là, peut-être. Enfin bon, j'avais envie comme ça, mais bon, c'est surtout le divertissement là. Alors il y a le divertissement de l'enfance, hein, évidemment, le cinéma, quand on se racontait les films, etc. Bon, je consacrais un hommage à Charlie Chaplin, parce que quand on avait les films, on nous parlait la Garande dans les Alpes, etc. Puis on attendait l'arrivée du Charlot, quoi. Hein. Et puis après, bon, à 18 ans, c'est vrai que j'adhère totalement à ce mouvement de la nouvelle vague. Quoi. Quand on a 18 ans, on a souvent un mouvement, soit littéraire, soit politique, soit etc. Et moi, Chabrol, Truffaut, Godard, plus tard Romer, mais je connais moins, mais René, mais surtout Chabrol. Mais là, c'était une révolution, en fait, dans le cinéma. Oui, pour moi, c'était peut-être mal vu, d'ailleurs. Très mal vu, très critiqué par des gens comme Jean Nochet et tout ça. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est le passage que je consacre. Vous avez cette voiture à double tour de Chabrol, où Belmondo se balade dans les rues d'Aix. Or, quand on se balade en bagnole dans le cinéma qualité française, d'autrefois, ça veut dire qu'on va se taper un platane et qu'on nous annonce avec une musique appropriée la fin mélodramatique. Et là, il se balade avec sa caisse et il a l'air de nous dire on est au ciné, c'est pas sérieux les gars, rigolez. Et tout d'un coup, le ciné se prend pour le ciné au lieu d'être littéraire ou d'être une copie des schémas tout faits. Alors, c'est vrai que cette qualité française, elle a été décriée de façon injuste par Truffaut. J'ai discuté avec De Sailly, par exemple, qui détestait Truffaut. Pourtant, La peau douce. Hein, et avec De Sailly. Ça a été, maintenant, il y a un retour en disant, mais ces films de Lannoy, ces films de tous ces cinéastes de cette époque-là, Lautner, c'est un peu plus tardif. Avec les dialogues d'Audiard. Moi, je détestais les dialogues d'Audiard. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai retrouvé
retrouvais dans mon travail d'écrivain de théâtre, c'est-à-dire je déteste les mots d'auteur, quoi. Ah voilà. Pour moi, un mot d'auteur, c'est quelque chose où tout d'un coup, on sort de la logique de sa pièce, de la logique dramaturgique, de la logique qui vous fait écrire, pour dire, ah, je sais que vous êtes là, le spectateur, je vais vous en balancer une bien bonne. Et ça, ce côté vaniteux, voilà, quoi. ce côté, oui, ce côté clinquant. Alors, j'accepte Guitry. Parce que je trouve, ça, on a l'habitude avec que Guitry, il a l'air de dire, je sais que je fais mon flambeur. Hein. Et d'ailleurs, de façon étonnante, vous savez que les gens de la Nouvelle Vague adoraient Guitry. Les films de Guitry. Oui. Alors revenons sur l'ensemble de l'ouvrage. Dans le fond, votre souci, c'était de partager une expérience, à la fois dans le siècle et peut-être dans votre vie, votre propre vie. Oui. Sur le mode non nostalgique. Non, oui, absolument. Et surtout, j'ai écrit des ouvrages qui parlent de ma vie privée, et surtout de la vie privée d'Yvette, de ma femme, donc dans un livre qui s'appelle La douce habitude de pleurer. Donc ils sont là très très attachés. Alors que là, les personnages sont trop. Par exemple, ma compagne, qui je connais en 58, ça fait un moment quand même. Oui. Elle apparaît quasiment pas. Je ne parle pas de ces aspects, je parle à peine des enfants. C'est vraiment un parcours plus, en effet, dans les grandes thématiques de l'époque, de la résistance jusqu'à par exemple, à la fin, je parle des nouveaux philosophes, comment ils me volaient ma langue paternelle, quand évidemment ils ont les droits de l'homme et l'opposition au stalinisme comme étant au centre des choses. En même temps, c'est vrai qu'ils ne parlent plus de lutte de classe, mais ils ne parlent plus non plus de sort des ouvriers, etc. Pas trop compter sur Bernard-Henri Lévy pour expliquer ça, mais bon, c'est peut-être un procès stalinien que je lui fais là. Mais bon, ça va jusque-là. C'est-à-dire, c'est vraiment un témoignage par rapport aux grands courants littéraires, artistiques, théâtraux, cinématographiques, et puis même tout ce passage sur la coopération, c'est-à-dire toutes les ambiguïtés. J'ai été 2 ans coopérant au Maroc, et il y a toutes les ambiguïtés de la coopération. Et ça, vous l'avez senti fortement. Oui, fortement. C'est pas seulement un regard porté parce maintenant. Que très vite, on prend des attitudes néocoloniales, très vite, etc. Et puis bon, c'est là que j'ai commencé ma petite carrière de militant culturel, puisque c'est là, la première fois que je prends une responsabilité du foyer socioculturel d'Azrou. C'est tous ces thèmes-là que j'aborde, mais... en effet, avec la distance de l'âge, mais sans nostalgie, je crois. Oui, c'est sans ça. Nostalgie. Oui. Il y a quand même cette schizophrénie un petit peu chez moi entre la littérature, je suis tombé dans la marmite de la littérature à cause des rédactions, et dans la marmite de la politique à cause de mon père. Oui, mais du coup, c'est un livre qui se lit avec plaisir. Parce qu'on retrouve aussi des souvenirs si on a un certain âge. Oui. Et si on n'a pas un certain âge, on voit un petit peu comment se vivait cette époque, comment on se débrouillait après-guerre, dans tous ces courants politiques, ou les thèmes... Oui, parce que tout s'arrête, il faut le dire, en 81, avec l'élection de Mitterrand. Mitterrand vient d'être élu et j'allais avoir 40 ans. Alors, donc, je présente ça comme la fin de mon adolescence, quoi. Bon, je suis comme un Tanguy pour l'adolescence, j'ai attendu. En fait, ce qui passe surtout, c'est que vers 37-38 ans, je fais la revue Ancrage et là, j'oriente ma vie définitivement, même si je continue à être militant et à être... Mais voilà, j'oriente vers l'activité littéraire et culturelle. Là, vous avez trouvé votre voie. Disons, mon sentier. Oui, et votre voix VOX. Voilà. Merci Yolande Simon. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.